Et donc c'est quelqu'un qui ne pouvait pas se permettre à l'époque, on le comprend bien, et d'ailleurs c'est toujours valable aujourd'hui, hein, le crime de lèse-majesté il existe toujours. On ne pouvait pas non plus dire tout et n'importe quoi, et si on voulait raconter des choses, il fallait le faire d'une certaine façon. Bonsoir François. Bonsoir. Merci d'être venu en Dordogne. Merci à vous de m'avoir reçu. Nous tenions pour vous remercier à vous offrir les Contes de Perrault, de Charles Perrault. Merci beaucoup. Alors, c'est un très bel ouvrage. Ça vous parle? Charles Perrault, bien sûr, oui, ça me parle, oui. Effectivement, parce que tout le monde connaît les contes de Charles Perrault. Et puis la morale qu'il y a derrière. Et c'est vrai que Charles Perrault, c'était un contemporain de Louis XIV. On est en pleine période de Renaissance. Il y a, comment dire, une espèce d'émancipation du récit religieux, parce qu'on commence à amener la question de la morale autrement que par la religion, et ça passe aussi par les contes. Je pense que Charles Perrault, en plus, il a été plus ou moins marqué par la période de la Fronde, même s'il était jeune à l'époque. Il y a aussi peut-être les retombées de la guerre de 30 ans en Allemagne qui impulsent justement une nouvelle forme d'idéologie et une nouvelle forme qui décomplexe en fait un peu le rapport à la morale, probablement. Et donc, effectivement, c'est très intéressant parce qu'il faut savoir que Perrault a été donc un proche de Louis XIV, mais il a travaillé en collaboration avec Colbert carrément. Et je crois qu'il était inspecteur des bâtiments royaux ou quelque chose comme ça. Donc il avait vraiment un poste dans la fonction. Et donc c'est quelqu'un qui ne pouvait pas se permettre à l'époque, on le comprend bien, et d'ailleurs c'est toujours valable aujourd'hui, hein, le crime de lèse-majesté il existe toujours. On ne pouvait pas non plus dire tout et n'importe quoi, et si on voulait raconter des choses, il fallait le faire d'une certaine façon. Et là c'est une façon, on va dire novatrice pour l'époque, de passer un discours moralisateur. Et je pense par exemple à c'est Cendrillon. Dans Cendrillon, on a vraiment une critique du rapport de domination entre les classes, parce qu'on a une jeune fille qui vient de la classe supérieure qui est rétrogradée en fait et qui va se retrouver à exercer les fonctions des classes inférieures et qui va subir justement ce rapport de domination dans le conte pour en être délivrée à la fin. C'est une bonne façon justement de montrer les rapports de classe à l'époque, mais sans les désigner franchement aussi. Voilà, puis il y a aussi tout le rapport, parce que je vois il y a ce petit chaperon rouge avec le loup. Oui, en effet. Vous avez des histoires comme ça qui à l'époque permettent une certaine forme de réflexion sur la femme, sur son positionnement vis-à-vis de l'homme et sur l'aspect prédateur de l'homme, qui était quand même un sujet très tabou à l'époque. Et c'est une façon aussi de changer la vision des choses, finalement beaucoup plus moderne, hein, qui est un peu à l'avant-garde de ce qui va suivre par la suite. En disant voilà la jeune femme doit se méfier aussi des aspects parfois prédateurs masculins. Oui. Je pense que voilà donc tout ça c'est très intéressant comme approche Perrault, parce que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît quoi. C'est très actuel et ça peut rester très actuel. Voilà, tout comme il existe une psychanalyse des contes de fées dans leur globalité, hein. Il y a même un livre qui porte ce nom-là que j'ai à la maison aussi, et je pense que ce livre-là doit être très intéressant parce que ça abonde dans le même sens quoi, hein. C'est ce que j'avais écrit d'ailleurs dans mon ouvrage Alice au pays de Lucifer, en expliquant que l'histoire d'Alice au pays des merveilles est loin d'être aussi simple qu'on l'imagine, ou loin d'être aussi désordonnée et chaotique qu'on l'imagine. Derrière il y a tout un raisonnement logique quoi. Lewis Carroll qui était prof de logique et de mathématiques d'ailleurs, en étant pasteur. C'est pas pour rien. On retrouve toujours la marque du protestantisme et de l'émancipation vis-à-vis de l'autorité cléricale quoi. Voilà, je vais pas parler des thèses d'Erikson, mais oui, il y a de quoi en dire. Mais oui. Ouais. Bon, espérons que vous prendrez plaisir à le lire. Ouais, j'imagine que ça doit être passionnant. Et puis là, je trouve que la couve est très belle. Alors j'ai déjà plusieurs livres de chez Contre-Culture parce que j'aime bien aussi les beaux ouvrages dans la bibliothèque. Et c'est vrai que j'ai l'Iliade et l'Odyssée comme ça aussi. C'est Maria Comac. Et c'est des très belles couvertures, quoi. C'est des livres très, très valorisants. Donc merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous encore.